12 hommes encerclent la cowgirl noire, et c'est le troupeau qui décide du verdict. 12 hommes, 12 ombres debout entre la poussière et le soleil couchant. Le bruit de leurs bottes écrase le silence du ranch comme un marteau sur du verre. Ils ne parlent pas, ils avancent. Je les compte sans bouger. 1, 2, 3, 12. 12 hommes pour une femme seule. Je souris. Mauvais présage pour eux. Le plus grand, celui qui semble diriger, crache à mes pieds. Signe Amara. C'est juste un papier. Rien de personnel. Le vent soulève la poussière. Les lettres du contrat tremblent entre ses doigts. Je garde les mains dans mes poches. Mes bottes s'enfoncent lentement dans la terre sèche. Rien de personnel, répétai-je. Juste du business, dit-il. Les autres rient, un rire court, nerveux, de ceux qui se veulent sûrs d'eux. Mais je vois leurs yeux. Aucun d'eux n'a envie d'être ici. Pas à ce moment, pas devant moi, pas sous ce soleil. Le ciel est lourd, saturé d'un or étrange. L'air sent la poussière, la sueur et la peur. Et dans ce parfum, il y a aussi quelque chose d'ancien. Une promesse. Je baisse la tête, effleure le bracelet en cuir que mon père portait quand il me disait « N'oublie jamais, ma fille, le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la précision. » Alors je siffle, une seule fois, long, grave, clair. Les hommes se figent, le son traverse l'air comme une lame. Et puis, un bruit sourd, un souffle, un mouvement. Là-bas, dans la plaine, un bœuf relève la tête, puis un autre, puis 10. Un frisson parcourt la poussière, comme si la terre elle-même respirait. Le meneur, un type au visage taillé à la machette, lève son fusil en ricanant. « C'est quoi ce cirque? Tu crois nous faire peur avec des vaches ?» Je le fixe sans bouger. « Je ne leur fais pas peur, je les préviens. » Le troupeau s'agite. Un mugissement profond, presque humain, s'élève dans l'air. Le sol vibre. Les 12 hommes échangent un regard. Ils ne comprennent pas encore ce qui se passe, mais leur instinct, lui, comprend. Je le vois dans la façon dont leurs pieds reculent d'1 centimètre. Un seul, mais suffisant. Le meneur s'énerve. « Avancez, ce n'est qu'une femme !» Il fait un pas. Et c'est là que Titan bouge. Titan, mon taureau, mon frère d'armes, surgit comme un mur vivant. Ses sabots frappent à la terre. Le nuage de poussière monte si haut qu'on ne voit plus rien pendant 2 secondes. Quand il retombe, le chaos est déjà né. Un cri, un juron, un corps projeté contre la clôture. Je n'ai pas besoin de bouger. La nature fait le travail. Le sol tremble. Les sabots cognent. Les gilets craquent. Les voix se perdent dans le vent. Je les regarde un à un, se débattre dans la panique qu'ils ont déclenchée. Aucun tir, pas une balle, juste la loi du vivant. Tu entres sur un territoire que tu ne respectes pas, tu deviens la proie. « Reculez !» hurle le chef. « Reculez !» Mais le troupeau s'est déjà refermé sur eux. Les bêtes ne tuent pas. Elles encerclent, elles étouffent. Elles n'obéissent pas à mes ordres. Elles répondent à mon silence. Je m'avance lentement, les bras croisés, la poussière collée à mes joues. Le meneur est à genoux, un genou à terre, son fusil tombé dans la boue sèche. Son regard cherche le mien, hésitant entre la rage et la peur. « Tu crois que t'as gagné ?» dit-il d'une voix tremblante. Je hausse les épaules. « Non. Je crois que j'ai rappelé à la terre à qui elle appartient. » Il baisse les yeux. Le silence revient. Les bêtes se calment, respirent lourdement, s'écartent lentement. Je siffle encore, cours cette fois, 3 notes. Titan recule, tête basse, calme revenu. Le vent se lève. Je sens la tension s'effondrer d'un coup, comme un câble qui lâche. Les hommes reculent, titubants.
Leur chef crache un peu de sang, se relève avec peine. On reviendra à Mara. Et la prochaine fois, ce ne sera pas des hommes, mais des lois. Je souris. Alors je lirai plus vite que vous. Ils montent dans leur pick-up, moteur rugissant, poussière rouge dans le couchant. La ferme redevient un tombeau calme. Je respire profondément. Mon cœur cogne fort, mais il bat au bon rythme. Je pense que c'est fini, jusqu'à ce que j'entende ce zzzz au-dessus de ma tête. Un bruit mécanique, régulier, venu du ciel. Je lève les yeux. Un drone, petit, noir, clignotant. Il me survole, immobile. Je vois son œil rouge tourner, se fixer sur moi. Je fais un pas, il me suit. Je tends la main, il monte. Et puis, sans un bruit, il file vers l'ouest, là où le soleil tombe. Je reste figé quelques secondes. Puis je comprends. Ils ne sont pas venus seuls. Quelqu'un regarde, quelqu'un filme. Et quelque part, très loin d'ici, une autre paire d'yeux vient de me déclarer la guerre. Le lendemain matin, le ciel est d'un gris métallique. La terre, encore humide de rosée, colle sous mes bottes. Tout semble calme, mais ça, c'est le pire des mensonges. Le calme, ici, c'est toujours un prélude. Je commence la journée comme d'habitude. Café noir, carnet de notes, vérification du bétail. Mais quelque chose cloche. Un silence différent. Pas celui du matin tranquille, non. Celui du monde qui retient sa respiration. Je passe la main sur le dos de Titan. Il est nerveux, les muscles tendus. Ses oreilles bougent sans arrêt. « T'as senti toi aussi, hein ?» murmurai-je. Il renifle l'air, grogne. Les animaux sentent avant nous. Toujours. Je fais le tour du ranch. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque fil de la clôture. Et c'est là que je la vois. Une trace dans la poussière. Fine, parfaite. Une empreinte ronde, régulière. Le genre que laisse un trépied de drone. Je m'accroupis, passe le doigt dessus. Encore tiède. Il est revenu cette nuit. Je sens la colère monter, lente, froide. Pas de peur, non. Une lucidité tranchante. On m'observe. On me teste. Je rentre dans la maison, décroche la vieille radio CB. « Thomas, t'es là ?» Un grésillement, puis sa voix endormie. « Qu'est-ce que tu veux à 7 heures du mat, Amara ? Tu connais quelqu'un qui s'amuse avec des drones par ici ?» Un silence. Puis, « Non. Mais j'ai vu une voiture noire hier soir sur la route du canyon. Vitres teintées, pas du coin. » Quelle heure ? Vers 22 heures. Ils s'arrêtaient tous les 2 kilomètres, comme s'ils cherchaient quelque chose. Je serre la radio. Voilà, le hasard n'existe pas. 12 hommes hier, une voiture noire la nuit, un drone ce matin. Ce n'est plus une intimidation, c'est une chasse. Je regarde la photo accrochée au mur. Mon père, jeune, sourire franc, poussière sur la peau. Derrière lui, la même maison, même lumière, même silence. Il disait toujours « Quand quelqu'un te regarde sans te parler, prépare-toi, parce qu'il attend que tu clignes des yeux. » Alors je ne cligne pas. Je sors, traverse la cour et je me dirige vers la grange. L'odeur du bois et du foin m'apaise. Sous une bâche, je trouve ce que je cherche. La caisse métallique marquée JB, les initiales de John, mon père. Je souffle sur le couvercle, la poussière danse. À l'intérieur, pas d'armes cette fois. Juste un carnet, une vieille caméra et une clé USB scotchée au fond. Je la tourne dans ma main. C'est vieux, poussiéreux, mais je sais ce que c'est. John gardait tout. Chaque coup de vent, chaque menace, chaque visage. Je démarre l'ordinateur portable, un vieux modèle qui met 3 minutes à respirer. L'écran s'allume, scintille, clignote. Je branche la clé. Un seul dossier. Œil du diable, MP4. Mon cœur fait un bond.
Je clique. L'image est floue, granuleuse. Une vidéo tournée il y a 10 ans, peut-être plus. Une réunion. Des hommes en costume, dans une salle de conférence. Une table en verre, des verres de whisky, un drapeau canadien dans un coin, et au centre, un visage que je reconnais. Monsieur Moreau, le même nom que sur le contrat d'hier. Je recule sur ma chaise. Dans la vidéo, il parle d'une chose qu'il appelle Projet Horizon, un programme d'expansion minière illégale utilisant des terrains agricoles comme couverture. Les fermiers gênants? Disparus, dit-il avec un sourire tranquille. Je ferme la vidéo. Mon souffle est court. Mon père savait. Et s'il savait, c'est pour ça qu'ils l'ont fait taire. Le sifflement du vent contre les vitres me ramène au présent. Je fixe l'écran éteint. Mes mains tremblent un peu. Pas de peur, non. D'adrénaline. Ce n'est plus seulement ma terre qu'ils veulent. C'est le silence autour de cette vidéo. Un bruit à l'extérieur. Je me fige. Un moteur. Lent. Lointain. Je cours vers la fenêtre. Une voiture blanche s'arrête devant le portail. Pas les pick-up de la veille. Non. Trop propre. Trop calme. 2 silhouettes descendent. Costume gris. Lunettes noires. Un badge du gouvernement. Ils frappent à la porte. 3 coups secs. Tac, tac, tac. Je ne bouge pas. L'un d'eux parle, voix forte, officielle. Madame Johnson, Service fédéral de l'environnement. Nous avons des questions concernant votre exploitation. Bien sûr. Toujours la même méthode. La menace physique échoue, alors vient la menace administrative. Mais cette fois, ils ont fait une erreur. Ils croient encore que je joue à défendre une ferme. Ils ne savent pas que je viens de trouver leur secret. Je respire. 1, 2, 3 fois. Et je vais ouvrir la porte. Bonjour, dis-je calmement. Entrez. Le premier homme me fixe. Son sourire est mécanique. Merci, Madame Johnson. Ce sera rapide. Ils franchissent le seuil. Mais moi, je sais déjà que rien ne sera rapide. Parce qu'au moment où je referme la porte derrière eux, je vois, dans le reflet de la vitre, un troisième homme resté dehors. Lui ne porte pas de badge. Et dans sa main, il y a une télécommande de drone. Le premier inspecteur s'assoit sans qu'on l'y invite. Cravate serrée, chemise sans plis. L'autre reste debout, carnet ouvert, stylo prêt. Dehors, le troisième joue avec sa télécommande. Comme un gamin qui prétend ne rien regarder alors qu'il voit tout. Madame Johnson, commence le cravate, d'un ton ouaté, nous avons reçu plusieurs signalements de non-conformité. Gestion des eaux, stockage des nutriments, présence possible de contaminants. Rien d'inquiétant si vous coopérez. Et si je coopère pas, sourire immobile. Alors la procédure suivra son cours. Il pose sur la table une chemise cartonnée estampillée d'un logo fédéral. Trop neuf, trop brillant. Le papier sent l'imprimante du matin, pas l'archivage d'État. Je souris à mon tour. J'ai du café, noir, fort. Volontiers, répond le debout sans me regarder. Je tourne le dos, j'allume la bouilloire. Mon pouce glisse le long du plan de travail et presse un minuscule bouton sous la bordure en chêne. Clic. La caméra de mon père. Toujours là, toujours prête. Au plafond, un point presque invisible passe du gris au rouge. « Vous venez d'Ottawa » demandai-je sans me retourner. « Calgary » répond le cravate. « Délégation régionale. »« Et vous ?»« Idem » dit le debout. « Et lui ?» Je désigne du menton la fenêtre. Le type au drone lève la tête au même instant, comme s'il avait senti mon regard. Il porte une veste sans écusson, des chaussures chères. La boue ne l'a pas encore sali. Il sécurise le périmètre, coupe le cravate. Avec un drone civil à $900 ?
Curieux choix pour des fédéraux. Un éclat traverse leur regard, si bref qu'un œil pressé l'aurait raté. Mais je ne suis plus pressé. Je dépose 2 tasses. La bouilloire siffle encore. La vapeur brouille un instant l'air entre nous. On va simplifier, dit le debout. Vos registres d'eau, vos factures d'aliments, les résultats d'analyse des 6 derniers mois. On prend des copies et on s'en va. Les mandats? Les réquisitions administratives suffisent. Je fais glisser leur badge du bout du doigt. Plastique fin, hologramme de travers. Je me mords l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Avant, on signe la feuille d'entrée, messieurs. Procédure. Vous notez l'heure, vos noms, votre matricule et la liste du matériel. Je tends un formulaire imprimé la veille, au cas où. Le debout hésite. Le cravate hoche la tête, agacé de devoir jouer la comédie jusqu'au bout. Le stylo gratte le papier. Émile Grégoire, Marc Pelchat, matricule à 7 chiffres, trop lisse. Merci, dis-je en glissant la feuille sous un aimant. Le cravate se penche. Votre père conservait des dossiers. Où sont-ils? La façon dont il dit « votre père » me gifle sans bruit. Vous le connaissiez? Nous connaissons la plupart des exploitations de la zone, dit-il trop vite. Le debout fouille du regard. La maison lui apparaît soudain comme un labyrinthe de preuves possibles. Il perd patience. Les registres, madame. Maintenant. Le monde ralentit. Je vois Titan par la fenêtre, massif, posté comme une sentinelle. 2 vaches lèvent la tête en même temps. Le vent tourne, amenant une odeur de métal et d'aftershave. Les bêtes n'aiment pas, moi non plus. D'accord, dis-je. Venez, ils sont à la grange. Le cravate n'aime pas l'idée de sortir. Trop d'inconnus. Le debout, lui, jubile déjà. Les dossiers, le butin. Je prends ma veste. Vous restez, dis-je au cravate. On n'emmène pas tout le monde. C'est chez moi ici. Il pèse le pour et le contre. Hoche la tête. Marc, avec elle. Je garde le périmètre ici. Parfait. L'homme au drone devra suivre et abandonner son poste. Il n'obéit pas aux cravates. Il obéit à une autre voie, plus loin. Je veux la faire sortir de l'ombre. Nous traversons la cour. Le gravier crisse. Le vent porte les sons comme une rumeur. Titan nous suit du regard. Marc, c'est le debout, marche trop près, comme s'il craignait une embuscade derrière chaque botte de foin. J'ai horreur des vaches, lâche-t-il. Elles vous le rendent bien. Dans la grange, je vérifie d'un geste le loquet de la porte latérale. Fermé. Je m'enfonce dans l'allée centrale, pousse une caisse. Les registres sont là-dedans, dis-je en soulevant un couvercle. Il se penche. À l'intérieur, des classeurs, bien rangés, bien étiquetés. Vrai, banal, sans importance. Mes doigts retrouvent le sifflet accroché à un clou, invisible depuis l'entrée. Je le coince entre mes dents. Je prends le lot, dit Marc. Vous prenez rien du tout sans reçu, répond ma voix, trop calme. Il se redresse, tend la main vers sa radio. Émile, on a les dossiers. Prépare la pièce. Grésillement. Puis une autre voix, grave, presque endormie. N'amenez rien dans la maison. Brouillez-les sur place. Je sens la chaleur dans ma nuque. Brouillez-les. Pas un mot d'agent administratif. Un mot d'homme de terrain. Un mot qui tâche. C'était qui ça? Demandai-je. Votre directeur régional. Occupez-vous de vos papiers. J'entends, derrière la grange, le bourdonnement du drone qui approche. Mon pouce glisse contre le sifflet. Une impulsion, une seule, courte comme un battement de cœur. Fiit. Dehors, Titan beugle, profond, et le troupeau répond. Une onde se propage,
lourde et rapide. Le drone hésite, tangue, recule. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai appelé mes avocats, dis-je. Les plus vieux, ceux qui ont des cornes. Je sors par la porte latérale en coup de vent. Marc jure et me suit. Le type au drone, surpris, se retourne trop tard. Titan avance, tête basse, pas un trot, pas d'une charge, un avertissement. Deux autres bêtes se placent, l'une à gauche, l'autre à droite. Ils encerclent le drone comme s'il était vivant. « Reculez !» criai-je. Il n'aime pas les jouets qui bourdonnent. Le gars recule, trébuche. Le drone monte d'1 mètre puis chute, brisé par sa propre panique. Marc hurle à sa radio. « Émile, mets-toi à l'abri! On a un incident avec le bétail! » La porte de la maison s'ouvre à la volée. Le cravate sort, l'air furieux, un téléphone à la main, pas un badge. « Éteins ça !» ordonne-t-il au pilote. « On se retire si... » Il s'arrête net. Titan a planté ses yeux dans les siens. Longue seconde. On peut apprendre beaucoup d'un homme à la façon dont il regarde un animal qui n'a pas peur de lui. Celui-ci baisse les yeux. « On va vous poursuivre », lâche le cravate sans me regarder. Pour intrusion sur propriété privée, pour usurpation d'identité, pour destruction d'un aéronef civil. Faites la queue, j'ai un greffier imaginaire très demandé. Le téléphone du cravate vibre. Il décroche à moitié tourné pour que je n'entende pas. Trop tard. Sa voix change. Humble. « Oui, monsieur. Oui, elle a... Oui, je comprends. Non, pas possible aujourd'hui. D'accord. » Il raccroche, range lentement l'appareil, essuie sa paume sur sa veste. « Nous reviendrons avec un mandat en règle, Madame Johnson. »« Faites. Et la prochaine fois, venez avec des bottes. » La boue déteste les citadins. Ils battent en retraite, dignité en morceaux. La voiture blanche disparaît dans un nuage de poussière. Le silence retombe comme un drap. Mes jambes tremblent enfin. Je m'adosse à la barrière. Titan approche, souffle chaud. Je pose la main sur son front. « Merci, général. » La radio CB crépite, comme si la maison retenait son souffle depuis trop longtemps. « Amara ? Ici Thomas. Je les ai vus filer. Ça va ? Ça va, mieux que leur drone. J'ai un truc pour toi. Passe à la remise nord. La remise nord est un carré d'ombre au bout du champ, derrière un bosquet où les oiseaux n'arrêtent jamais de parler. Thomas m'y attend, assis sur un bidon renversé, son éternelle casquette passée 3 fois en machine. Il me tend une enveloppe. C'est tombé de la poche du type en costume quand il a enjambé la clôture. Je l'ai ramassé. À l'intérieur, une carte à puce, noire, sans logo, et un reçu d'hôtel. Prairie View Lodge, chambre 214. 3 nuits, payé cash. Au dos, un demi-numéro griffonné, 514-23. Montréal. La signature, A. Leclerc. Le nom me frappe comme un morceau de glace. Leclerc, l'avocat qui tourne autour de toutes les expropriations propres. L'homme qui sourit pendant qu'on rase les maisons. Je range la carte dans ma poche, la chaleur de ma peau contre le plastique froid. « Tu vas faire quoi ?» demande Thomas. « D'abord sauvegarder ce qu'il voulait, brouiller. Ensuite, leur rendre visite. »« À la ville ? À l'hôtel. Une chambre 214 les attend comme un cercueil ouvert. Nous rentrons par le champ. Le ciel a ouvert une trouée bleue au milieu du gris. Les bêtes paissent, apaisées, comme si la terre avait digéré le mauvais goût de ces hommes en une seule inspiration. Je m'enferme dans la maison, branche le vieux portable, copie la vidéo « Œil du diable », les registres d'eau, les cartes topographiques annotées de mon père, tout sur 3 clés différentes. L'une dans la boîte à cookies, l'autre sous la visiteuse, cette latte qui claque depuis 20 ans.
La troisième, dans une enveloppe scotchée au fond du bac à sel. La caméra au plafond clignote. J'ouvre l'application. J'avance jusqu'à la scène du salon, au moment précis où Émile ment, où Marc dit « brouillez-les », où le drone rase la fenêtre. J'isole les séquences, je les monte, je pose un timecode. Preuve A, preuve B, preuve C. Le téléphone vibre, numéro inconnu. Je décroche. Madame Johnson. La voix est claire, jeune, un peu essoufflée. Ici, maître Samuel Benoît. On m'a transmis votre message. J'ai vu ce que vous m'avez envoyé par mail. Vous avez entre les mains de quoi faire sauter le couvercle de toute une marmite. Je ferme les yeux une seconde. La tension quitte mes épaules. Bienvenue dans les prairies, maître. Elles n'aiment pas les menteurs. Gardez vos copies. Ce soir, ne dormez pas chez vous. Et évitez la route principale. Ils ont déjà essayé de m'enfermer. Ils reviendront? Oui, avec un mandat cette fois-ci, mais pas pour vérifier l'eau, pour vous prendre vous. Je regarde Titan à travers la fenêtre. Il relève la tête, comme s'il avait entendu. Qu'ils viennent, dis-je. La prochaine fois, je ne sifflerai pas une fois. Je raccroche. L'adrénaline brûle encore, mais la peur, elle, s'est dissoute. Il ne reste que cette clarté froide qui rend chaque geste net, chaque détail utile. J'enfile ma veste, glisse la carte noire, les clés USB et mon vieux sifflet dans la poche intérieure. Je prends la route du nord à pied, coupant par les coulées où l'herbe garde encore les secrets des serres. Au loin, la ville jette un éclat d'acier derrière la ligne des collines. Prairie View Lodge, chambre 214. Le piège qu'ils ont posé ce matin va se refermer ce soir. Mais pas sur moi, sur celui qui répète, depuis un bureau vitré à Montréal, que tout s'achète. La poussière colle à mes bottes, le vent pousse mon ombre en avant, longue et droite. Derrière moi, Tintin bugle une seule fois. Bref, comme un ordre donné à des soldats invisibles. J'accélère. Je n'ai plus l'intention de défendre. J'avance pour reprendre. La nuit s'est posée sur la ville comme un couvercle brûlant. Les enseignes des bars clignotent à travers la poussière des routes et la chaleur des pneus monte jusqu'à mes tempes. Prairie View Lodge, un nom qui se veut paisible. Mais la paix ici a toujours une odeur d'essence et de secret. Je m'arrête 2 rues avant l'hôtel, dans un parking désert. Le vent souffle du nord, il porte l'odeur du bitume chaud. Je regarde le bâtiment. 3 étages, façade beige, néon rose éteint. Rien d'extraordinaire, juste assez banal pour cacher le pire. Je vérifie mon reflet dans la vitre du pick-up abandonné. Casquette basse, veste poussiéreuse, regard calme. Une femme qu'on ne remarque pas. Parfait. À l'accueil, une jeune fille mâche un chewing-gum en regardant une série sur son téléphone. Une chambre pour la nuit? Oui, dis-je, un sourire à moitié vrai. Non, Johnson, Amara Johnson. Elle tape mollement sur son clavier, sans lever les yeux. Chanceuse, on vient d'en libérer une. 2e étage, chambre 213. 213. Parfait. Juste à côté de 214. Je monte l'escalier. Le couloir est vide, les lampes grésillent. La moquette sent le désinfectant et la cigarette froide. À mesure que j'avance, les battements de mon cœur se calent sur le bruit des ampoules. Tic, tic, tic. J'ouvre la porte de ma chambre. Rien d'anormal. Un lit, une lampe, un miroir fissuré, un bruit de tuyauterie. Je pose ma veste, retire mes bottes et j'attends. À 22h37, la porte de la 214 s'ouvre. Un homme sort. Costume clair, barbe courte, téléphone collé à l'oreille.
Je reconnais sa voix avant même de voir son visage. Oui, monsieur Leclerc, la vidéo est sécurisée. Elle ne la publiera pas. Je retiens mon souffle. Leclerc. Encore ce nom. Je glisse ma main vers la poche intérieure de ma veste où se trouve le petit micro de mon père. Vieux mais efficace. Je sors comme par hasard, les cheveux détachés, un air fatigué. « Bonsoir », dis-je. L'homme se fige, me dévisage une seconde, puis sourit. « Bonsoir, vous êtes nouvelle ici ?» On dirait bien. Méfiez-vous du bruit des tuyaux, ils réveillent les morts. Sa phrase me fait froid dans le dos. Je ris doucement, feignant la légèreté. J'ai connu pire. Il s'éloigne vers l'escalier, téléphone toujours en main. Dès qu'il disparaît, je m'avance jusqu'à sa porte. 214. La serrure est électronique, mais ancienne. Une carte magnétique, un clic rapide, et la porte cède. À l'intérieur, odeur de désinfectant, ordinateur portable allumé, valise ouverte, papiers éparpillés. Sur l'écran, une fenêtre de transfert. Upload vers Montréal Data Cloud, 68%. Je me penche. Le fichier s'appelle Oi, du, diable, copie, MP4. Alors c'était bien ça. Ils ont volé la vidéo. Je retire la clé USB de ma poche, la branche à l'ordinateur. Un message s'affiche. Voulez-vous écraser le fichier existant? Je souris. Oui, je veux. Mais avant que la barre ne se remplisse, j'entends un bruit derrière moi. La porte. Une ombre. L'homme du couloir. Il revient. Je me retourne lentement, les doigts toujours posés sur la souris. Vous avez oublié quelque chose? Son visage change. Son ton aussi. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez? Si, je sais exactement. Il s'avance, tente d'arracher l'ordinateur. Je bloque son bras, un mouvement rapide, sec, appris dans une autre vie. L'ordinateur tombe, l'écran se brise. Mais le transfert, lui, continue. Je saisis la clé USB, la débranche, la cache dans ma botte. Il sort un couteau. « Rendez-la-moi !» Non, il fonce. Je me baisse, le projette contre le lit. Le couteau glisse, tombe. Je le pousse avec mon pied sous la table. Il se relève, souffle fort, la colère dans les yeux. Vous croyez que cette vidéo changera quelque chose? Non, mais elle vous empêchera de dormir. Je frappe, pas fort, juste assez. Il s'écroule. Le silence retombe, lourd. Je reste immobile quelques secondes, puis j'essuie la sueur de mes paumes. Je prends son téléphone. Sur l'écran, une conversation ouverte. Nom du contact, à Leclerc. Dernier message reçu. Si elle résiste, fais en sorte qu'elle disparaisse avant minuit. Mon cœur s'arrête une seconde. Minuit. Il est 23h11. Je range le téléphone dans ma poche, récupère la clé USB et quitte la chambre sans un bruit. En bas, la réception est déserte. La fille au chewing-gum dort, casque sur les oreilles. Je sors par la porte arrière. Le vent de la nuit me gifle le visage. Je sens à nouveau cette vibration dans l'air. Un drone. Mais cette fois, il ne m'observe pas. Il me suit. Je monte dans le vieux pick-up de Thomas, tourne la clé, le moteur tousse. Le phare droit clignote, la route s'ouvre devant moi comme une plaie. Derrière, les lumières de la ville reculent. Je jette un dernier regard vers Prairie View Lodge. La fenêtre de la chambre 214 est encore éclairée. L'homme s'est relevé et je sais, au fond de moi, qu'il appellera Leclerc. Et que cette fois, ce ne seront plus des faux agents. Ce sera la vraie chasse. La route s'étendait devant moi comme un serpent noir sans fin. Chaque virage avalait un peu plus de mon souffle, et le vieux moteur du pick-up gémissait à chaque montée. Le vent avait tourné. Il portait maintenant l'odeur du métal chaud et de la peur. Je n'avais pas de plan précis. Seulement une clé USB, un nom, Leclerc,
et la certitude que, quelque part, au bout de cette nuit, quelqu'un allait essayer de m'effacer. Vers 3 heures du matin, les collines laissèrent place aux plaines. Les lumières de la ville disparurent derrière moi. Le silence des prairies reprit le dessus. J'étais de retour sur ma terre, chez moi. Mais ce chez moi n'avait plus rien de paisible. À mesure que je m'approchais du ranch, quelque chose clochait. Les grillons s'étaient tus. Pas un seul aboiement, pas un souffle de vent. Juste ce silence dense, presque électrique. Je ralentis, coupais les phares, avançais sur la piste poussiéreuse. Et là, je les vis. 2 silhouettes, immobiles, à la barrière du ranch. Leurs lampes frontales découpèrent des cônes de lumière dans la brume. Sur leurs vestes noires, un logo blanc. Horizon Security, la société de Moreau. Mon cœur se mit à battre plus fort. Je me garai à distance, descendis sans bruit. La clé USB dans ma botte me paraissait peser 1 tonne. Je fis le tour par l'arrière du champ, là où la clôture était encore cassée depuis la dernière tempête. Titan, mon vieux taureau, leva la tête en m'entendant. Ses yeux reflétaient la lumière de la lune, calme mais vigilant. Je posai ma main sur son flanc. « Chut, vieux frère, pas ce soir, pas encore. » Un projecteur s'alluma soudain près de la grange. Une voix rauque retentit. « On sait que t'es là, Amara, autant venir gentiment. » Je me plaquai contre la clôture. Ils étaient au moins 6 maintenant, répartis en demi-cercle. Des pas lourds, des radios qui grésillent, le bruit sec du métal. Pas des amateurs. Des hommes venus finir ce que la loi n'avait pas pu commencer. Je devais réfléchir vite. Dans le réservoir d'eau près du vieux silo, j'avais dissimulé, des années plus tôt, un téléphone d'urgence et un petit pistolet rouillé. Pas pour me battre, juste au cas où. Eh bien, au cas où, c'était maintenant. Je rampais dans l'herbe sèche, chaque brin me griffant la peau. Un faisceau passa à quelques centimètres de moi. Je retins ma respiration. Puis un bruit derrière, un sabot, un meuglement. Titan venait de bouger. Un garde se retourna. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vaches, crétin. Mais je savais, une seule erreur, un seul bruit, et tout exploserait. J'atteignis enfin le silo. L'eau à l'intérieur sentait la rouille et la terre. Je plongeai la main dans la cache. Le métal froid du pistolet me rassura plus que je ne voulais l'admettre. Je pris aussi le téléphone satellite. Pas de réseau, mais une ligne directe vers un seul numéro. Samuel Benoît. Je tapai rapidement. Ils sont là. Horizon. 6 hommes. Si je ne rappelle pas dans 30 000 ânes, publie tout. J'envoyai le message, priant pour que la connexion passe avant qu'il ne me trouve. Puis je me redressai lentement, le souffle court. Un bruit de moteur retentit au loin. Un véhicule lourd, aux phares éteints. Un pick-up noir s'approchait de la barrière principale, et je reconnus la voix à travers le vent. « Madame Dubois, on se retrouve enfin. » Leclerc, toujours impeccable, même en pleine nuit. Il descendit du véhicule, ajusta sa cravate, comme si tout cela n'était qu'une réunion d'affaires. Vous auriez pu éviter ce cirque. Vous aviez 24 heures. Il en reste 12, et vous continuez à jouer. Je sortis de l'ombre, les mains levées. Vous voulez parler? Parlons. Il sourit. Enfin un peu de bon sens. Mais ces hommes restèrent en position, leurs lampes fixées sur moi. Leclerc s'avança, confiant. « Rendez-moi ce que vous avez volé à mon collaborateur après review, et je vous promets que vous resterez vivante pour raconter votre version. » Je sentis la clé USB contre ma cheville.
Le mensonge me vint naturellement. Je l'ai détruite. Un léger tressaillement sur son visage. Vous mentez. Essayez de vérifier. Il fit un signe. Un des hommes s'approcha, menotté à la main. Je reculai. Pas un pas de plus. Sinon quoi? Vous allez tirer? Vous n'êtes pas ce genre de femme. Je souris. Vous seriez surpris de ce qu'une femme devient quand on menace ce qui lui reste. Je pressai la détente. Pas pour viser, pour avertir. La balle frappa un projecteur. La lumière éclata, plongeant la cour dans l'obscurité. Un instant de chaos, suffisant. Titan rugit, puis comme si toute la prairie avait retenu son souffle jusqu'à cet instant, le troupeau entier s'ébranla. Un grondement, une vague, 12 tonnes de muscles et de loyauté. Ils surgirent de la pénombre, déferlant comme une tempête animale. Les hommes crièrent, les radios explosèrent dans la panique. Les faisceaux de lumière dansaient dans tous les sens. Le clair recula, trébucha dans la boue. Je courus vers le portail, le cœur battant si fort qu'il couvrait le tonnerre des sabots. Un garde me saisit le bras, réflexe. Je le frappai du coude, il lâcha prise. Titan passa derrière lui, le projetant comme une poupée de chiffon. Je grimpai sur la clôture, une dernière fois. Derrière moi, la scène ressemblait à une peinture biblique. Le sable, la sueur, le chaos. Et moi, minuscule silhouette sous le ciel ouvert. Je soufflais, haletante, les yeux pleins de poussière. Vous auriez dû me laisser tranquille, Leclerc. Un éclair, une explosion. Un pneu du pick-up venait d'éclater sous un tir. Ils avaient des armes. Je dévalai la colline en courant, serrant la clé USB dans ma main. Derrière, les cris, les ordres, les moteurs et le rugissement du troupeau qui refusait de céder. Le jour commençait à poindre quand j'atteignis la rive du ruisseau. L'eau reflétait le premier feu du matin. Je tombai à genoux, trempé, épuisé. Le téléphone vibra. Un message de Samuel. « Reçu, la vidéo est sauvegardée. Tiens bon. » Je levai la tête vers le soleil naissant. Mes mains tremblaient, mais je souris. Le combat venait à peine de commencer, et cette fois, il allait être public. Le premier rayon du soleil s'est levé comme une lame. J'avais dormi 1 heure, peut-être moins, roulé dans une couverture humide derrière la vieille remise, Titan en sentinelle à 10 mètres, le troupeau serré autour de lui comme une muraille vivante. Mon corps vibrait encore d'adrénaline, mon esprit aussi. Mais autre chose vibrait plus fort que moi. L'air, un vrombissement, puis 2, puis un essaim. Je sortis la tête, des drones, petits, nerveux, des yeux de mouche qui clignotaient rouge. Et derrière eux, la poussière d'une piste qui se réveille, des fourgonnettes blanches, des voitures anonymes, un camion satellite, la presse, et pas seulement. Je me redressai, le téléphone vibra. « N'ouvre pas au premier venu », envoya Samuel. « Je te rejoins vers midi avec paquet. La plainte pénale part ce matin. Rappelle-toi, tu choisis qui entre. Toi, j'inspirais. Moi, j'allais choisir. » Je traversai la cour encore marquée par la nuit. Un projecteur pendu comme une dent cassée, des empreintes de bottes dans la boue, une tôle tordue, l'odeur des pneus brûlés. Le portail grinça, les caméras se tournèrent d'un seul coup, comme des tournesols affamés. « Madame Dubois, on dit que votre troupeau a attaqué des agents. Est-ce vrai que vous avez tiré la première ? Que répondez-vous aux rumeurs de pollution sur votre ruisseau ? Pourquoi refuser l'offre alors que vos voisins ont accepté ? Amara, regardez ici !» Je levai la main. Le silence n'est jamais total avec les médias.
mais il sait s'approcher quand on lui montre la porte. Vous voulez des réponses? Venez les chercher proprement, dis-je. Une équipe à la fois. Pas de drone au-dessus de mes bêtes. Et vous n'entrez pas sans bottes propres. Vous foulez une terre qui vous nourrit. On commence par elle, la journaliste du gilet kaki. 2 caméras max. Les autres, vous attendez. Ils se regardèrent, étonnés. Puis le balai changea. On recula, on négocia, on chuchota, on s'aligna. En 5 minutes, j'avais une table pliante, du café, 3 chaises, et le soleil assez haut pour sécher les larmes que je refusais d'admettre. La journaliste posa son micro. Elle avait des yeux francs. « Je m'appelle Zoé Marchand. On m'a dit que vous aviez des preuves. » « J'ai mieux, Zoé. J'ai une histoire que personne ne pourra acheter. » Je racontais. Pas comme une victime qu'on repêche, comme une femme qui marche sur l'eau parce qu'on a gelé le lac sous ses pieds. Les menaces, l'enclos, la pompe cachée, les barils fichés dans la schiste, la route murée, la nuit des loups en costard. Zoé ne m'interrompait pas. De temps en temps, ses yeux glissaient envers Titan, qui mâchouillait l'air en me regardant raconter sa guerre. « Et ces vidéos ?» demanda-t-elle. « Sauvegardées, sécurisées, entre d'autres mains que les miennes. Vous avez l'intention de porter plainte ? Je n'ai plus l'intention de me défendre. J'ai l'intention d'attaquer. » Un murmure parcourut la foule derrière. La caméra clignota. Le vent leva la poussière comme un rideau. C'est alors que la deuxième vague arriva. Pas des journalistes, des gens. 2 pick-up, 3 chevaux, une camionnette déglinguée. Thomas en tête, moustache en bataille, casquette vissée. Derrière lui, des fermiers, des mères, un prof de la petite école de Prairieville, une boulangère, un vieux cré au regard clair que je connaissais de vue et que je n'avais jamais osé saluer. Ils se rangèrent le long de ma barrière comme un chœur qu'on n'a pas appelé. « On apporte des bottes propres », lança Thomas, brandissant un sac, « et des cookies. » Rire nerveux dans la presse, sourire timide côté voisin. « On pensait », commença Marcel, le voisin qui m'avait humilié au dîner. Il avala sa honte. « On pensait mal. On est là. » Je sentis ma gorge se serrer. Je n'avais rien demandé. Et pourtant, j'avais attendu ce moment toute ma vie. Ne plus être seul à dire « c'est chez nous ». Le téléphone vibra encore. Un nouveau message inconnu. « Vous vous croyez brave. Nous allons raconter qui vous étiez avant d'être Amara la héroïne. Les gens aiment les idoles et les crucifixions. » Je fixais l'écran, les doigts glacés. Le passé. La porte qu'on ne veut pas qu'on ouvre. Je mis le téléphone face contre la table. Question suivante, Zoé. Elle hésita. Des allégations circulent depuis ce matin. Une vieille affaire à Montréal. Un refuge pour animaux qui... a fermé, dis-je, la voix plate. Avec des dettes. Avec ma signature en bas de factures qui venaient trop tard et de promesses qui partèrent trop tôt. Les caméras se penchèrent. On disait que vous aviez disparu avec les dons. On disait n'importe quoi pour se venger d'un échec. J'ai tenu 18 mois. J'ai vendu ma voiture, j'ai dormi par terre, j'ai enterré un chien que je n'ai pas pu sauver et je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette rue. Un silence vrai, pas celui des micros, celui qui écoute. Et j'ai appris, ajoutai-je. Ici, on ne promet pas ce qu'on ne peut pas tenir. Ici, on montre. Je sentis le piège se refermer et je le repoussai. Si Moreau voulait sortir ma honte comme une arme, je la brandirais moi-même. Qu'il ose m'arracher ce que je venais d'offrir à la lumière.
Au loin, une sirène. Pas de police. Pas encore. Une berline grise se gara. De l'intérieur sortit un homme aux cheveux gris, uniforme discret, mallette en cuir. Paquet. Derrière lui, Samuel, chemise froissée, sourire en coin, yeux flambants. « Bonjour !» lança Paquet sans préambule, badge levé. Ministère de l'Environnement. Inspection inopinée, mandat en poche, scellé à poser. Et si vous pouviez éloigner ces drones de la zone de captage, j'apprécierais. Il ne cria pas. Et tout le monde recula. Les drones montèrent, puis s'éteignirent un à un, vaincus par l'autorité d'un ton posé. Samuel me prit à part, à l'ombre du cèdre. « Tu tiens debout ? Je tiens avec des clous. Alors on va enfoncer des poutres. Regarde. » Il ouvrit sa mallette. Des copies imprimées, des cartes annotées, des photos tirées de ma clé USB, des courriels obtenus pendant la nuit par on ne sait quelle magie procédurale qu'il appelait « droit d'accès aux documents ». Au centre, une page. Le plan d'irrigation officiel de Rocky View Estate. « Compare », dit Samuel. Je comparais. Ici, le ruisseau n'existait pas. Juste un ruissellement saisonnier en pointillé. Ils ont menti. Ils ont fait pire. Ils ont supprimé. Et ça ne se discute pas. Ça se condamne. Paquet siffla un collègue. Ils posèrent des scellés sur le chemin vers l'étang, déroulèrent un ruban jaune qui claqua au vent comme une bannière. La presse se pressa, refluant comme une marée contre ma barrière. Je voyais, de l'autre côté du ruban, les ouvriers de Moreau qui faisaient semblant de ne pas voir. Et je sentis au creux de mon ventre monter cette chaleur étrange. Pas de la peur, de l'avenir. Vers 11 heures, un 4x4 noir surgit dans un nuage de gravier. Leclerc, encore lui, chemise impeccable, sourire recousu. Il tenta de franchir le ruban. Paquet leva un doigt sans regarder. « Non, je sais qui vous représentez. Vous attendrez, ou vous rentrerez. » Leclerc me lança son regard de couteau. « Vous pensez être en haut de la vague, Madame Dubois ? L'océan ne garde jamais ses rênes très longtemps. »« Je ne veux ni trône ni couronne, » répondis-je. « Je veux de l'eau claire et des clôtures droites. Allez dire ça à votre roi. » Il allait riposter, mais un cri coupa l'air. « Regardez !» Un drone civil, trop audacieux, s'était aventuré bas au-dessus des abreuvoirs. Titan leva la tête, agacé, secoua ses cornes. Le drone descendit encore, insolent comme une mouche au bord d'une paupière. Je sifflai. 2 bouvillons bondirent, un balai de muscles secs, et le drone, affolé, paniqua, heurta le poteau et s'écrasa dans un grésillement grotesque. La foule éclata, rires, applaudissements, cris de surprise. Zoé, la journaliste, baissa sa caméra pour me regarder, réellement amusée. « Vous dressez les bêtes contre les machines ? Non, je leur rappelle qu'elles n'ont pas à subir le bourdonnement de la bêtise. » Rire autour. Leclerc serra la mâchoire. Il s'écarta, téléphona encore. Chaque appel qu'il passait m'offrait 1 minute de plus au soleil. À 12:05, Paquet revint, poussiéreux, lucide. « La pompe tourne encore ? » ?»« Non, ils l'ont coupée. La trace est fraîche, l'huile aussi. » Il fit un signe. « Alors on saisit, échantillon de sol ici et là. On récupère les barils cet après-midi avec l'escouade environnementale. Et on scelle l'accès. » Samuel ne souriait plus. Il rayonnait. « C'est le moment, Amara. On tient l'axe. » Je savais ce que ça voulait dire. On allait ouvrir la digue médiatique. Pas des sanglots, des faits, pas des rumeurs, des cartes. Je montai sur la petite caisse qui sert d'estrade aux enchères du bétail.
Je pris le micro que Zoé me tendit, non sans un clin d'œil. Je m'appelle Amara Dubois. La prairie se tue. Mon père m'a appris 2 choses, qu'on ne peut pas commander la pluie et qu'on peut exiger des hommes qu'ils ne bouillent pas le ruisseau. Respiration. Hier soir, ils sont venus avec des menaces. Cette nuit, mes bêtes ont fait le bruit que je refusais de faire. Ce matin, la loi est entrée par la bonne porte. À partir de maintenant, tout est simple. Nous allons montrer, nous allons prouver et nous allons réparer. Pas seulement pour moi, pour tous ceux qu'on a fait taire avec des contrats et des promesses de ville. Je sentis mes mains trembler, mais ma voix ne bougeait pas. Oui, j'ai échoué dans le passé. Oui, j'ai eu honte. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de ma honte. Je la pose ici, sur cette terre, et je la piétine avec mes bottes. Ce que je ne poserai jamais, c'est ma dignité. Un silence épais, puis des applaudissements qui commencèrent timides et devinrent un tonnerre. Le vieux Cré leva la main. Tout le monde se tut à nouveau, naturellement. « Kispin kiwitamowin » dit-il doucement. « Quand on appelle, il faut venir. » Il posa un petit sachet de cuir sur la table. « Pour le ruisseau, pour qu'il se souvienne. » Je ne savais pas quoi répondre. Alors je m'inclinai. Parfois, il faut s'incliner devant plus grand que soi. Un ciel, une mémoire, une langue qui vous accueille. Le téléphone vibra pendant l'ovation. Samuel me montra l'écran. « Tribune nationale accepte ton interview ce soir. Direct, 20 minutes. » On prend ? Je regardais Titan. Je regardais les enfants qui s'étaient faufilés entre les adultes, fascinés par ses cornes. Je regardais la poussière danser dans le soleil de midi. On prend, mais ici, pas en studio. Qu'ils viennent dans la poussière, qu'ils sentent l'odeur de ma vérité. Leclerc, au loin, reçut enfin un appel qui le fit pâlir. Il tenta de sourire, échoua, rangea son téléphone avec ce soin désespéré des hommes qui savent qu'ils ne contrôlent plus rien. « Ce n'est pas fini », lança-t-il en remontant dans sa voiture. « Non, dis-je. » Mes yeux avaient cessé de brûler. Ce n'est que le début. L'après-midi s'étira en cordes tendues. Paquet scellé, Samuel signait, Zoé filmait sans me voler mon souffle. Au milieu, j'allais et venais, je caressais un front, je changeais un pansement, je versais de l'eau claire. La guerre, parfois, c'est exactement ça. Faire correctement 100 gestes minuscules sous le regard du monde. Vers 16 heures, un nuage monta de la route. Pas la poussière des médias, la poussière officielle. 2 pick-up de la GRC, uniforme brun, badge, calme de pierre. Mon cœur accéléra malgré moi. Le premier agent s'avança, carnet en main. « Madame Dubois, nous avons reçu des déclarations concernant des blessures infligées par du bétail et un coup de feu cette nuit. Nous devons prendre votre déposition. » Je soutins son regard. « Je ferai ma déposition, mais vous allez d'abord entendre la leur. » Et je désignai du menton Paquet qui brandit son mandat comme un livre de prière. L'agent hocha la tête. « Pro. Une chose après l'autre, madame. »« D'accord, dis-je. Une chose après l'autre. Et toutes par la bonne porte. » Le soleil basculait déjà vers l'ouest quand la tribune nationale déploya son matériel. Le vent se levait, les ombres s'allongeaient, la prairie reprenait son souffle. Je m'assis sur la caisse, micro dans la main, Titan derrière moi, calme comme une montagne. La lumière rouge s'alluma. Je n'avais plus peur. Je n'étais plus seul. Et quelque part, très loin, je sentis, comme une marée, le pays qui se retournait lentement vers moi. Le direct commença sur un souffle de vent.
La journaliste de la Tribune nationale, maquillage mangé par la lumière dorée, s'installa face à moi avec ce mélange de prudence et d'appétit qu'ont les gens qui savent qu'ils tiennent une veine d'or. La prairie bruissait, micro, câbles, voisins, bêtes, drones rangés. Titan derrière moi, immobile, statue vivante. Samuel à ma gauche, paquet à ma droite. On aurait dit une cour de justice à ciel ouvert. Nous sommes en direct du ranch d'Amara Dubois, au cœur de l'Alberta, annonça la voix, tandis qu'un cadre large avalait l'enclos, les enfants sur la barrière, les rubans jaunes qui claquaient, où un projet immobilier de luxe est secoué par des accusations de fraude environnementale. Je sentis la chaleur monter le long de mes bras. « Amara, dit la journaliste, que voulez-vous que le pays entende maintenant ?» Je regardais l'objectif, pas pour m'y noyer, pour y planter un clou. J'aimerais qu'on entende ceci. Quand la loi protège le plus fort, la terre se charge de rappeler ce qui est juste. Hier, ils ont voulu me faire taire avec du béton et des menaces. Aujourd'hui, la poussière parle plus fort qu'eux. La journaliste enchaîna. Votre adversaire nie. Il affirme que vos découvertes sont des mises en scène. Son avocat, Maître Leclerc, est d'ailleurs en route pour répondre en direct. Qu'il vienne, répondis-je, mais qu'il vienne par la bonne porte. Comme si le destin attendait son signal, une autre voiture noire fendit la piste. Porte qui claque, cravate tendue. Leclerc. Il demanda un micro. On lui donna un micro. Quelques mots, maître, dit la journaliste. Quelques vérités, corrigea-t-il, sourire froid. Madame Dubois orchestre un cirque. Elle manipule l'opinion avec un troupeau dressé et des rumeurs. Nous apportons des documents. Samuel se redressa, carnet en éventail. Parfait. Apportez. Nous aussi. Leclerc brandit des feuilles. Je reconnus le piège. Capture d'écran. Compte de l'ancien refuge montréalais, surligné au stabilo fluo. Cette dame a un passé de mauvaise gestion. Dons évaporés, fournisseurs impayés. Pourquoi lui faire confiance aujourd'hui? Je laissai le poison tomber, puis je parlais avant que le venin ne se fige. Oui, j'ai échoué. J'ai laissé une cause me brûler les mains jusqu'à l'os. Je n'ai volé personne. J'ai juste voulu sauver tout le monde. C'est pire, c'est de la bêtise en robe de vertu. Ici, je ne m'invente pas sainte. J'entretiens des clôtures et je montre des preuves. La journaliste coupa. Des preuves que nous avons vues tout à l'heure, posées par le ministère, Maître Leclerc. Pompage illégal, baril enfoui. Faux, cracha Leclerc. Simulacre. Paquet s'avança dans le cadre, badge neutre, voix d'eau claire. Les scellés posés ce matin entraînent une chaîne de garde. Copier ou déplacer ces pièces est un crime. Mes équipes prélèvent actuellement. Nous avons également obtenu des courriels internes indiquant qu'un ruisseau saisonnier a remplacé un cours d'eau permanent dans la version déposée de l'étude. C'est une altération. Leclerc perdit 1 millimètre de couleur. Vous n'avez pas le droit de... J'ai un mandat. Vous avez un micro. Utilisez-le pour dire la vérité. La foule retint son souffle. Même le vent semblait curieux. Leclerc tenta de se refaire. Monsieur Moreau vous propose une sortie honorable, Madame Dubois. L'offre tient encore, triple du prix du marché, et plus de rumeurs contre mes proches, dis-je doucement. Plus de plaintes factices contre Samuel, plus de blocage de routes urgentes. Vous achetez quoi exactement, maître? De l'eau? Des racines? Des noms? Un murmure parcourut la barrière.
Le vieux cri posa sa main sur la barrière, tranquille. Thomas croisa les bras. Les enfants cessèrent de chuchoter. C'est alors que le destin choisit son timing. 2 agents de la GRC revinrent de l'étang, caisse numérotée, étiquette rouge vif. La caméra se jeta dessus comme un faucon. Nous confirmons la saisie de 8 barils présentant des traces d'hydrocarbures, dit l'agent, et la présence d'un système de pompage non déclaré, relié à l'aire d'implantation du futur terrain de golf. Non déclaré ? Répéta la journaliste. Non déclaré, confirma Paquet, et activé ce matin. Leclerc tenta un dernier crochet. Une activation provoquée par madame pour piéger, pour documenter, coupa Samuel. La différence entre piéger et documenter, c'est le mandat que vous n'avez pas. La caméra revint sur moi. Je sentis alors quelque chose de rare. L'élan. Ce moment où l'histoire quitte le sol, pas comme un avion bruyant, comme une graine emportée juste ce qu'il faut par le vent pour trouver mieux que sa gueule de terre habituelle. J'ai une dernière chose à dire, dis-je. Pas à vous, maître Leclerc, à ceux qui regardent. Je cherchais l'œil rouge et quand je lus, je n'eus plus besoin d'air. On va nous dire que c'est compliqué, que les 2 côtés ont leur tort, que il faut comprendre les impératifs économiques. On va sortir des mots qui roulent bien pour cacher des gestes qui puent. Ne vous laissez pas voler votre nez. L'eau claire a une odeur, la justice aussi. Silence. Puis très loin, un grondement, pas un moteur. Une marée de notifications dans les poches, les selfies qui se lèvent, les hashtags qui sortent de terre comme une pluie de criquets lumineux. Zoé, la journaliste, écoutait vraiment. Et maintenant, on ramasse, on répare, on témoigne. Et on ne cède plus. Le direct se termina sur un plan large. Titan derrière moi, tête haute, les rubans jaunes, le soleil qui descendait en posant de l'or sur chaque clôture droite. La lumière rouge s'éteignit. La prairie respira. Le monde aussi, semblait-il. La suite fut rapide, brutale, presque administrative. Un procureur provincial au téléphone de Paquet, un juge de permanence joignable immédiatement, des scellés étendus au bureau de Rocky View Estate. Le visage de Leclerc se replia peu à peu, comme une tente qu'on démonte en vitesse avant l'orage. Il rangea ses papiers avec un soin fiévreux, fit un demi-salut qui ressemblait à une chute et s'éclipsa dans sa berline. La poussière qu'il laissa n'avait plus d'odeur. La nuit tomba douce. Les voisins restèrent. On fit chauffer du café sur un réchaud. On partagea des cookies durs comme des pierres et bons comme des dimanches. Les bêtes somnolaient, lourdes et rassurantes. Samuel s'assit par terre, dossier pour oreiller. « Tu sais que c'est gagné, » murmura-t-il. « Rien n'est gagné, » répondis-je. « On a arraché la mauvaise herbe. Demain, il faudra semer. » Il sourit. « Alors on sèmera. » Les jours suivants, tout s'aligna comme des bottes de foin dans une grange trop pleine. Mandat, perquisition, email retrouvé, sous-traitants qui parlent, fonctionnaires qui retournent leur veste pour sauver leur peau. Le blocage fut levé, l'offre retirée, puis rebrandée charitable contribution avant d'être ridiculisée. Enfin, silence côté Moreau. Le silence des grands arbres qu'on a trop sciés. Un matin, Paquet revint sans caméra. Il posa sur ma table un court document et un regard fatigué. L'avis d'expropriation est annulé. Et le ministère recommande la création d'une fiducie de conservation sur les terres saisies. Je le lus 2 fois. Mes mains tremblaient. Ça veut dire que la prairie restera prairie.
et que votre ruisseau restera un ruisseau. Je sortis marcher, pas pour savourer, pour respirer. La lumière faisait étinceler l'eau jusqu'au galet. Titan me suivit à distance respectueuse. Je lui parlais sans parler. On a tenu. Il me répondit sans répondre. Alors paissons. Parfait contrat. Le soir venu, la communauté arriva au complet, comme si la vallée avait reçu une convocation. On installa une table en planche, des chaises bancales, 3 guitares. Les enfants couraient après les ombres. Le vieux Cri s'approcha, me tendit un petit collier tressé. Pour la mémoire. La vôtre, la nôtre, dis-je. La terre n'appartient à personne, répondit-il. Mais elle se souvient de ceux qui la portent propre. Je pris la parole, la voix rauque d'avoir trop retenu. Je ne vais pas faire un discours. Je vais faire une promesse. On va ouvrir les clôtures le samedi, pour les écoles, pour les jeunes qui n'ont jamais touché une bête, ni plongé la main dans un ruisseau clair. On va apprendre ensemble comment on garde la poussière fière et l'eau honnête. Et s'ils reviennent avec d'autres papiers, on aura d'autres bottes propres. Rire, larmes, musique. Au bord de la nuit, Samuel s'assit à mes côtés. « Tu vas dormir ?»« Non, pas encore. J'ai une dernière chose à faire. » Je pris mon téléphone. J'ouvris la page de « Histoire de Dîmes ». Je regardais l'écran noir un instant et je tournais la caméra vers la prairie, juste le bruissement, la lueur, le souffle profond de Titan. Puis je parlais, pour celles et ceux qui nous avaient suivis jusqu'ici, si cette histoire vous a tenu jusqu'au bout, écrivez en commentaire « J'ai regardé jusqu'à la fin ». Laissez un like pour que l'algorithme transporte cette prairie jusque dans les poches qui en ont besoin. Abonnez-vous à Histoire de Dîmes. On raconte celles et ceux qui tiennent la ligne quand les billets poussent de travers. Et si vous voulez soutenir, partagez cette vidéo à une personne qui aime encore l'odeur de l'eau claire. On se retrouve sur la prochaine histoire. Elle s'allume déjà, juste derrière l'horizon. Je raccrochai. Le ciel basculait lentement dans le violet. Titan souffla, lourd comme un tambour. Je posai la main sur la barrière, bois tiède, promesse simple. Et je murmurai pour moi, pour mon père, pour la gamine que j'avais été à Montréal et qui s'était noyée en croyant sauver des chiens. On ne sauve pas le monde, on tient sa clôture. Et parfois, à force de la tenir, le monde s'y aligne. Ce que cette histoire prouve n'a rien d'héroïque au cinéma et tout d'immense au réel. La dignité est une technique. C'est un enchaînement de petits gestes justes répétés sous pression. Ils avaient l'argent, les relais, les papiers pliés pour vous faire croire que la réalité est un formulaire. Nous avions la poussière, l'eau, la mémoire et des bottes propres. Quand on documente sans haine, qu'on rassemble au lieu d'isoler, qu'on ne vend ni son nom ni le ruisseau, la victoire n'est pas un feu d'artifice, c'est une nappe phréatique, invisible, tenace, et elle finit toujours par remonter. Gardez vos clôtures droites, vos preuves nettes, votre cœur sans théâtre. Aucun empire ne tient longtemps face à des gens qui savent encore reconnaître l'odeur de l'eau claire.